Bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Marie, je vais vous parler des études que j'ai pu réaliser au sein de mon équipe sur l'évaluation de la personnalité dans la maladie de Parkinson. Et du coup, l'objectif, c'est d'utiliser ces études pour mettre en place de la médecine personnalisée. Donc, comme vous le savez certainement déjà, il existe des traitements de seconde ligne qui vont être proposés lorsque les traitements par voie orale médicamenteux peuvent être insuffisants. Et parmi ces traitements de seconde ligne, il existe deux grands groupes de traitements. Il existe les traitements par stimulation cérébrale profonde, en particulier des noyaux sous-thalamiques. Donc ce traitement, c'est un acte chirurgical qui consiste en l'implantation d'électrodes au niveau d'une zone bien précise du cerveau. Et l'objectif, c'est de rétablir une activité cérébrale plus normale pour du coup limiter les symptômes moteurs et notamment les raideurs. Il existe une deuxième catégorie de traitements de seconde ligne. Ce sont les traitements par perfusion continue d'agonistes dopaminergiques. Donc l'objectif ici, c'est de libérer en continu dans le cerveau de la dopamine pour, pareil, limiter les symptômes moteurs et les fluctuations motrices qui sont liées au traitement par voie orale. Et parmi ces traitements par perfusion continue d'agonistes dopaminergiques, il en existe deux sortes. Il existe la perfusion intrajejunale de lévodopa-carbidopa. Donc ça va être au niveau de l'intestin. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième traitement par perfusion continue. C'est la perfusion continue sous-cutanée d'apomorphine. Donc l'apomorphine, c'est aussi un agoniste dopaminergique. Et donc là, pour ce traitement, en fait, ça va être une perfusion qui va être faite tous les jours, voire la nuit, selon les prescriptions, d'apomorphine, donc au niveau sous-cutané, grâce à un cathéter relié à une pompe qui va libérer la molécule. Et ce qu'on a pu observer dans la littérature et en clinique, c'est qu'à l'heure actuelle, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson n'ont pas forcément la même réponse à ces différents types de traitements. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il serait important d'essayer de trouver des facteurs pour prédire, ou en tout cas au moins aider à orienter les personnes vers le traitement le plus adapté pour eux de manière vraiment individuelle. Donc, à l'heure actuelle, pour ces deux traitements, la prescription par les cliniciens va surtout se faire en facteurs démographiques, comme l'âge ou le sexe des individus, et également de facteurs cliniques, comme la présence ou l'absence de troubles cognitifs. Donc ça va permettre de mettre en place aussi des facteurs d'exclusion à l'un ou l'autre des traitements. Et vu que ces facteurs, à l'heure actuelle, ils sont encore insuffisants pour prédire avec certitude une bonne réponse des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à la stimulation ou à la perfusion, au sein de mon équipe, on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres facteurs plus psychologiques qui pouvaient être intéressants d'étudier pour essayer du coup d'améliorer le choix des traitements dans l'optique d'obtenir la meilleure amélioration de qualité de vie possible. Par rapport à ces facteurs plus psychologiques, spécifiquement, on a décidé au sein de mon équipe de s'intéresser à la personnalité. Et donc, la personnalité, on va l'évaluer avec un auto-questionnaire qui s'appelle le TCI, ou Temperament and Character Inventory. Donc, c'est le schéma qui est présenté ici. Donc, c'est un auto-questionnaire qui n'est pas de base spécifique à la maladie de Parkinson, mais qui a été validé chez des patients atteints de la maladie de Parkinson par notre équipe et qui permet, en répondant à 226 questions par vrai ou faux, donc ça paraît un peu long, en général ça met à peu près une demi-heure. Donc après la réponse à ces questions, on va obtenir des scores de personnalité, dont différents traits de personnalité qui sont présentés sur le schéma. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais scores, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité, et l'ensemble de ces scores vont représenter la personnalité des individus. Donc je vais vous présenter brièvement et de manière assez simplifiée chacune des dimensions de personnalité. Donc la première, c'est la recherche de la nouveauté. Ça va correspondre à un trait de personnalité qui va être plutôt curieux, des personnes qui vont être enthousiastes, qui vont aimer le changement, voire parfois un peu impulsif, à l'inverse de personnalités qui seraient plutôt calmes ou réservées. Le deuxième trait de personnalité, ça va être l'évitement du danger, qui va correspondre à une personnalité qui va être un peu plus inquiète, avec parfois des peurs présentes chez les individus, parfois de la timidité, à l'inverse de personnalités qui seraient du coup plus rassurées, audacieuses.
Ensuite, la dépendance à la récompense, ça n'a pas du tout de rapport avec la récompense qu'on pourrait l'entendre au niveau matériel. Ça va correspondre à une personnalité plutôt sensible, sentimentale, des personnes qui vont apprécier le soutien et qui vont être assez dépendantes au niveau affectif, à l'inverse de personnes qui seraient plus peut-être indépendantes ou voilà. Ensuite, la persistance, comme son nom l'indique, ça va correspondre à tout ce qui va être un comportement de persévérance avec souvent une tendance au perfectionnisme. Et ensuite, les 3 autres dimensions de personnalité, on appelle ça des caractères, c'est-à-dire que c'est des personnalités qui vont évoluer au cours de la vie des individus, qui vont en général augmenter. Donc la première, c'est l'autodétermination. Ça correspond à ce qu'on va appeler une maturité individuelle. La maturité individuelle, ça va être en lien avec tout ce qui va être sens des responsabilités, volonté d'arriver à accomplir nos objectifs. Ça va être des personnalités qui vont en général avoir assez confiance en eux. Ensuite, la coopérativité, ça va correspondre plutôt à la maturité sociale. Donc là, ça va avoir un lien avec tout ce qui va être tolérance sociale. Ça va être des personnes qui vont être généralement assez empathiques, fraternelles, généreuses. Et enfin, la transcendance, ça va correspondre à ce qu'on va appeler la maturité spirituelle. Donc ça va être plutôt lié aux notions de croyance, mais croyance vraiment au sens général du terme, pas uniquement croyance religieuse. Ça va être des personnes qui vont avoir des tendances parfois à la méditation ou à la prière, si on revient d'un côté religieux. Des personnes qui, en général, vont être assez proches de la nature, à l'inverse de tout ce qui serait matérialité. Et voilà. Et donc, globalement, chaque individu, vous tous ou nous ici aussi, on peut répondre à ce questionnaire. On obtiendra des scores de personnalité à des degrés différents dans chacune des dimensions que j'ai présentées ici. Et c'est l'ensemble de ces scores qui forment la personnalité de chacun. Donc c'est vraiment quelque chose de global. Et donc nous, l'objectif de nos études, à partir de ce questionnaire, c'était de voir est-ce que la personnalité des individus peut avoir un impact sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et plus spécifiquement, on a décidé de s'intéresser à l'amélioration de la qualité de vie des patients après 1 an de stimulation cérébrale profonde ou après 6 mois de perfusion continue d'apomorphine. Donc les 2 traitements de seconde ligne que j'ai présentés plus tôt. La méthode qu'on a réalisée pour nos 2 études, elle est très similaire pour les 2 études. Donc la première étude, elle s'appelle PsychoStim. Elle a été réalisée de manière nationale dans plusieurs centres en France. On a pu inclure 303 patients dans l'étude. Et donc, on s'est intéressé à l'amélioration de qualité de vie après la stimulation cérébrale profonde. Et la deuxième étude, qui s'appelle PsychoPerf, elle a été réalisée uniquement à Toulouse sur 39 patients. Et elle s'est intéressée cette fois-ci à l'amélioration de qualité de vie, mais après la perfusion continue d'apomorphine. Pour faire simple, avant la mise en place de l'un ou l'autre des traitements de seconde ligne, les patients devaient répondre à plusieurs questionnaires, dont le questionnaire de personnalité que je vous ai présenté juste avant, et un questionnaire qui évaluait la qualité de vie. Donc ce questionnaire, c'est le PDQ-39. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà réalisé. C'est un questionnaire qui évalue du coup les difficultés que peuvent rencontrer les personnes lors d'activités de la vie quotidienne, comme lors de la marche à pied, de devoir porter des sacs de commission ou devoir s'habiller. Ensuite, une fois que les questionnaires ont été remplis, les traitements de seconde ligne, donc la stimulation ou la perfusion, ont pu être mis en place. Et par la suite, après 1 an ou 6 mois en fonction du traitement, on a réalisé à nouveau le questionnaire de qualité de vie du début pour pouvoir voir s'il y avait une amélioration de la qualité de vie. Et donc voilà les résultats qu'on a pu obtenir. Donc sur la première étude PsychoStim sur la stimulation, on a bien observé une amélioration de qualité de vie après le traitement. Et on a particulièrement observé que les individus qui avaient des scores plus élevés, plus importants dans la personnalité de recherche de la nouveauté et dans la personnalité de coopérativité, c'est ceux qui avaient la meilleure amélioration de qualité de vie après la stimulation. Donc, la recherche de la nouveauté, j'ai mis ici des exemples de questions, de phrases auxquelles ça correspond. C'est des personnes qui aiment explorer de nouvelles méthodes pour faire les choses, par exemple, ou encore des personnes qui vont souvent suivre leur instinct ou leur intuition sans forcément réfléchir à tous les détails. Concernant la personnalité de coopérativité, là, c'est plutôt des personnes qui vont prendre souvent en compte les sentiments des autres autant que les leurs et des personnes qui aiment rendre service aux autres. Donc, ces individus-là, qui avaient des scores plus élevés dans ces personnalités-là, répondaient mieux
à la stimulation cérébrale profonde. Concernant l'étude psychoperf, donc de la même manière, on a pu observer une amélioration de la qualité de vie après 6 mois de traitement par perfusion continue d'apomorphine. Et spécifiquement, on a observé que les individus qui avaient des scores plus élevés dans la personnalité de dépendance à la récompense, donc des individus qui sont facilement émus par des discours, des poésies, des personnes aussi qui aiment être entourées d'amis ou de proches plutôt que rester seuls, ces personnes-là, ces individus-là, avaient une meilleure amélioration de qualité de vie après la perfusion continue. Donc, globalement, on a trouvé des dimensions de personnalité distinctes, différentes, qui permettaient d'expliquer les différentes réponses aux 2 traitements de seconde ligne qu'on a étudiés, donc la stimulation et la perfusion. Et l'idée, c'est que ces dimensions de personnalité, bien sûr combinées à d'autres facteurs, pourraient aider à orienter les patients atteints de la maladie de Parkinson vers le traitement le plus adapté pour eux individuellement. Donc la recherche de la nouveauté et la coopérativité permettraient d'orienter plus vers la stimulation cérébrale profonde, tandis que la dépendance à la récompense permettrait d'orienter plus vers la perfusion continue d'apomorphine. Et donc globalement, on a trouvé un facteur psychologique qui pourrait aider à continuer à reconstruire le puzzle des facteurs à prendre en compte pour permettre une meilleure amélioration de qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et donc là, nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est créer ce qu'on appellerait un arbre décisionnel. Donc c'est comme un arbre qui nous aiderait, en fonction de différents critères, à choisir vers quel traitement orienter les patients. Donc pour cela, il faudrait que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson répondent au questionnaire de personnalité avant la mise en place du traitement de seconde ligne. Et ensuite, en fonction des scores, donc en fonction de si oui, ils ont une recherche de la nouveauté importante, de coopérativité importante ou de dépendance à la récompense importante, donc c'est 3 dimensions de personnalité. En fonction de cela, on pourrait orienter vers préférentiellement la stimulation ou la perfusion. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une médecine personnalisée pour proposer, par rapport au traitement actuel existant, le meilleur pour chaque individu. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai qu'on dit toujours que chaque personne malade est différente, qu'il y a autant de maladies de Parkinson que de malades. Donc, se pencher plus sur l'individu de façon holistique, on va dire, en tant que tout, et pas seulement les symptômes cliniques, sont vraiment importants. Là, on a posé une question très banale pour la salle. On a demandé si les personnes présentes ou qui nous écoutaient étaient neurostimulées ou avaient une pompe. On voulait juste voir un peu un pourcentage de... Donc on voit qu'on est plutôt sur le non. Et moi, j'aurais juste peut-être une petite question en attendant que ça tourne encore. On sait aujourd'hui que les pompes, on peut les mettre à domicile ou en hôpital. Est-ce que vous avez tenu compte de ça dans vos études? Est-ce que c'est uniquement des gens qui ont mis des pompes en milieu hospitalier ou bien aussi à la maison? Est-ce que ça fait une différence? Alors, dans l'étude psychoperf, c'est une majorité qui ont mis les pompes à la maison en ambulatoire, mais il y a quelques personnes qui les ont mis à l'hôpital. On n'en a pas tenu compte pour le coup dans l'étude, mais c'est vrai que c'est un facteur intéressant qu'on pourrait regarder, surtout qu'on est encore en train de continuer cette étude à plus grande échelle dans toute la France, du coup. Et là, peut-être qu'on pourra encore plus regarder ce facteur, voir si ça influence aussi, oui. Non, c'est très intéressant et c'est vrai qu'on se penche de plus en plus vers la médecine personnalisée. Donc là, on voit que globalement, la majorité des gens qui nous écoutent et qui ont répondu ne sont pas ni neurostimulés ni ont une pompe. Donc voilà, c'est une information. Ouais. Oui, c'est tout à fait normal, ça correspond tout à fait. Vous êtes parfaitement représentatif de l'ensemble de la population au niveau national. On considère que les gens qui bénéficient d'un traitement de 2e ligne, donc c'est-à-dire soit stimulation cérébrale profonde, soit les pompes, ça représente à peu près 10 à 15% des patients parkinsoniens. Donc vous voyez, vous êtes parfait. C'est bien.